Ce qu'on qualifie de variété aujourd'hui, c'est ce qui marche et ce qui vend. À ce titre-là, le rap aujourd'hui est de la variété. Je suis Benjamin Veil, j'ai une formation de philosophe et depuis plus de 10 ans, je fais du conseil et de la formation dans le secteur social et médico-social. Quelques éléments, quelques bribes me sont arrivés, je vais dire, pendant mon adolescence, donc 89-94. Et puis en 94, je suis partie aux États-Unis dans une famille d'accueil en Pennsylvanie. Mais tous les week-ends, on retournait dans le Queens. Donc c'est surtout là-bas que j'ai rencontré la culture hip-hop. Alors, ce qui m'a assez vite interpellée dans cette culture, c'est la dimension rythmique, presque tribale, extrêmement facile d'accès, qui je trouvais résonnait très fortement, notamment cette période d'âge que j'avais, qui était l'adolescence. Dans des périodes un peu plus complexes de la vie, je suis revenue en fait vers des textes de rap assez régulièrement avec l'envie d'écrire ou l'envie d'en écouter beaucoup et d'en découvrir du nouveau. Et après l'esthétique hip-hop en général m'a aussi beaucoup accompagnée, la danse aussi, mais les années passant, c'est surtout le rap que j'ai gardé. C'est compliqué comme question parce que variété déjà c'est un concept en soi qu'on oublie complètement qui est en fait de proposer du flux varié. Ce qu'on qualifie de variété aujourd'hui c'est ce qui marche et ce qui vend. À ce titre-là, le rap aujourd'hui est de la variété. Il y a une variété du rap. Il peut y avoir du rap qui va être du rap plus commercial, mais il va aussi y avoir du rap qui va être du rap plus hardcore ou du rap plus street qui vont pas forcément avoir les mêmes codes et les mêmes enjeux et les mêmes publics. Donc à ce titre-là, c'est une forme de variété et en même temps, il y a un certain rap qui est complètement à l'encontre de la variété aussi. Voilà, donc oui et non. Et pourtant, il y a le rap de Yankee, qui est aussi justement précisément quelque part l'embourgeoisement du rap. C'est le rap institutionnel quelque part. La grande question derrière cette question de l'embourgeoisement, c'est l'institutionnalisation en fait des arts. Quelque part qu'il y ait du rap commercial, qui est un peu le rap institutionnalisé, un peu embourgeoisé, et du rap quelque part qui s'en échappe et qui s'en défend, ça rend compte de cette culture hip-hop qui quelque part est plurielle, diverse et variée. Elle m'habite depuis plus de 20 ans. Depuis que je suis arrivée à la fac de philo, je cite des rappeurs en fait dans mes dissertations et j'ai toujours eu comme perspective de pouvoir mettre à la fois des rappeurs et des philosophes sur le même plan. Écrire un livre, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire comme ça à tout moment de la vie. J'ai été un peu embarquée dans cette idée aussi de est-ce que je suis légitime à, quand, comment, pourquoi. Et puis en 2015, j'arrive à un moment de ma vie où je me dis mais tout prend sens, c'est le moment de l'écrire. Et pendant un an, je vais tirer les fils de 20 ans de réflexion autour de ce mouvement et de pouvoir le poser sur papier pour enfin, j'ai envie de dire qu'il existe. Je voulais quelque chose qui rende compte justement de cette dimension assez républicaine, moi, que je trouve dans le rap, mais qui n'est pas la République telle qu'on l'entend dans les médias, mais une dimension beaucoup plus révolutionnaire. Puis surtout de remplacer les armes par le mic. Et j'avais écrit une série télé justement où tous les combats étaient remplacés justement par des battles. Je trouve que c'est aussi tout un des enjeux de l'art en général et du hip-hop et du rap en particulier, qui est la sublimation de la violence. Donc de passer d'une arme réelle à une arme symbolique, je trouve que c'est toujours hyper intéressant. Et c'est tout le travail de la philosophie aussi, c'est de travailler sur justement le rapport entre le réel et le symbolique. Plein de gens différents. PNL peut être très représentatif de la culture hip-hop par le système D qu'ils ont construit. Quelqu'un comme Lacrap, c'est quelqu'un qui peut être hyper hip-hop aussi, même s'il est très street et qui lui se revendique comme n'étant pas hip-hop, mais dans la démarche, il va l'être. Quelqu'un comme Swiftgad peut l'être beaucoup quand il organise un Narvalo Show, quand il va réunir un nombre d'artistes incroyables. Mais un demi-portion ou un Fianso, quand il fait le cercle, fait tout à fait hip-hop aussi. Quand un Damso va présenter finalement son calf à Kinshasa, c'est hip-hop. Voilà, la grande question de qu'est-ce qui est hip-hop, qu'est-ce qui ne l'est pas, pour moi c'est tellement quelque chose qui est en mouvement et qui consiste à être dans une certaine attention à l'autre et une envie de faire avec les autres, une certaine appétence finalement, une certaine passion pour la musique et pour la valorisation de ce qui ne l'est a priori pas. Pour moi ça c'est hip-hop, voilà. Déjà, je l'ai appelé essai de rapologie positive dans le sens où c'est un coup d'essai, parce que bon, voilà, et un essai aussi au sens philosophique, le double sens du mot essai. C'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, ce mouvement, cette culture hip-hop et le rap en particulier méritent d'être réfléchis comme un objet de discours réel et comme un objet philosophique à part entière, et donc un objet d'art à part entière. Depuis maintenant plus de 20 ans, finalement, dans tout le travail que j'ai pu faire et les accompagnements que j'ai pu faire, c'est toujours de partir du principe que la pensée est toujours quelque part et qu'il s'agit pour nous de la révéler et pas forcément de l'empêcher. Et donc, moi, à partir du moment où il y a une production de discours, il y a
La pensée, elle n'appartient pas à une élite, elle appartient à tous.